écoutez, j'ai un collaborateur, il est sérieux, et je corrigerai ses conclusions, a-t-il dit. Voilà. C'est à la fin de mon premier bulletin. 17 projets pour un barreau. Et puis c'est aussi la phrase « l'avocat est une conscience au service d'une confiance ». C'est une phrase mythique. Tous les avocats devraient l'avoir en mémoire. J'ai passé toute mon après-midi dans les coffres d'une banque à compter les pièces d'or. Voilà, cette salle pour moi, c'est ça. Avec ce grand cartel qui ne marche pas, mais qui pourrait marcher, il suffirait qu'on tourne la clé. Maître, vous avez très bien plaidé, et il ajoutait, vous avez plaidé comme un homme. Alors là, mon sourire s'est évanoui. Faites voir maître, il prend le code civil comme ça, il regarde à droite, il regarde à gauche, il dit maître, si on arrachait la page. Jusqu'à une petite porte que l'on ouvrira, et c'est vous qui le coucherez sur la table pour lui couper la tête. Et j'ai dit au jury, voyez-vous, ça je l'ai entendu à 65 ans, je l'entends encore. J'y suis. Voilà, vous voyez un homme heureux et content de vous avoir rencontré. Je m'appelle Jacques Martin, je suis avocat au barreau de Montpellier depuis le 23 novembre 1970, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un demi-siècle maintenant que j'ai prêté serment. Je n'ai fait essentiellement que du pénal. Au début, comme tout le monde, je faisais un peu de tout. Je suis allé au Conseil des prud'hommes le soir à 20h, comme tous les jeunes avocats, puisqu'à l'époque c'était à 20h le Conseil des prud'hommes. Et puis très vite, grâce à mon maître Jean Thévenet, je suis devenu essentiellement un pénaliste et j'ai fait du pénal toute ma carrière. Avec, je dois le dire, une certaine chance. La chance d'avoir côtoyé des gens qui ont marqué ma vie d'avocat et ma vie d'homme. Je pense en particulier à Émile Polac, avec lequel je plaidais aux assises de Pau, et le hasard a voulu que ce soit un des derniers acquittements de la carrière de Polac et un des premiers acquittements de la mienne. Donc je veux dire, tous ces gens ont marqué ma carrière, ces avocats de renommée internationale, de très grand talent aussi. Et je dois dire que ça, c'est profondément marquant dans une carrière d'avocat. Alors j'ai plaidé aux assises plus de 200 fois. L'autre jour, je regardais dans mes notes, puisque je me mets un peu à archiver maintenant que l'âge aidant et surtout la retraite s'avançant, j'ai dû plaider entre 200 et 300 fois aux assises. Avec quelques procès marquants, comme par exemple l'enlèvement du baron Ampin, puisque je plaidais pour un des ravisseurs du baron Ampin. Et ça, c'était bien évidemment un procès qui a marqué ma carrière. Et il est assez rare de plaider à ce genre de procès, avec comme juré parmi les jurés la fille du général de Gaulle, d'ailleurs, Madame de Boissieu, qui était troisième jurée. Mais ça, c'était une affaire médiatique. Mais la carrière d'un avocat pénaliste, c'est beaucoup de difficultés, beaucoup de drames, beaucoup d'échecs aussi. Parce que, comme disait mon maître de stage, le pénal, c'est plus souvent Waterloo qu'Austerlitz. Donc voilà. Mais bon, j'ai éprouvé une véritable passion pour ce métier. Je crois que Voltaire avait raison de dire « je suis heureux d'être avocat ». J'aurais aimé être avocat, c'est le plus bel état du monde. Et moi, je dis « je suis heureux d'être avocat, c'est le plus bel état du monde ». Voilà, donc après bon, le barreau, avec des fortunes diverses, comme j'étais un avocat indiscipliné, j'ai même été poursuivi pour avoir insulté un président de cour d'assises, mais je ne le regrette pas. Je crois qu'il y a deux manières de plaider. Il y a ceux qui plaident en Côte de Maille et ceux qui plaident en charentaise. Et moi, toute ma vie, j'ai fait le choix de plaider en Côte de Maille et jamais en charentaise. Ce qui m'a valu quelques déboires. Je suis un des rares anciens bâtonniers à n'avoir pas la Légion d'honneur. Parce que chaque fois qu'on m'a proposé, le procureur général de l'époque disait non, il a de mauvaises relations avec mes collègues. Et donc, voilà, je n'en éprouve aucune honte, ni aucune fierté, c'est comme ça. Après, je suis allé à la conférence des bâtonniers, dont j'ai été le vice-président, j'ai présidé la commission pénale, ce qui m'a valu d'être entendu dans le cadre de la commission d'enquête Outreau, et surtout ce qui m'a valu des rencontres extraordinaires, comme une rencontre avec Robert Badinter, qui à l'époque n'avait plus aucune fonction, mais qui était venu assister à un repas de la conférence des bâtonniers alors que je présidais la commission pénale. Donc tout ça a meublé ma carrière, ce qui fait que, au-delà du barreau, ici, où j'ai exercé pendant plus de 50 ans,
il y a la conférence des bâtonniers, et comme je ne fais jamais rien comme les autres, j'ai aussi 30 ans de carrière politique, puisque j'ai été élu au conseil municipal, à la communauté d'agglomération et au conseil général. J'ai donc 30 ans de mandat électif, 50 ans d'exercice professionnel, un peu plus maintenant, et 30 ans de mandat électif. Voilà. Est-ce que l'un va avec l'autre, justement? Je crois que oui. Je crois que oui, à condition de s'y consacrer pleinement, de ne pas négliger la profession. Parce que les mandats électifs, ça va, ça vient. Hein. Moi, j'ai été battu aux élections départementales. Le lendemain, j'ai repris mon cartable, je suis allé plaider aux assises de Privas. Et ça, c'était la grande leçon que m'avait enseignée Georges Frêche, qui, jusqu'à la fin de sa vie, a été enseignant à la faculté. Et qui m'avait dit, n'abandonne jamais ton métier. Parce que, de toute façon, si un jour la politique t'est infidèle, ben, tu auras ton métier. Et c'est de la leçon que nous donnait François Delmas aussi. Quand il a été battu à la mairie de Montpellier, il est revenu au barreau, prendre sa place. Et c'est le discours qu'il avait tenu envers les plus jeunes. Et ça, c'est un exemple tout à fait remarquable. Sans aucun doute, l'acquittement avec Émile Polac aux assises de Pau. Pour deux raisons. D'abord parce que notre client a été acquitté, et ensuite parce que c'est un émerveillement de plaider avec Émile Polac, aux côtés d'Émile Polac. C'est un émerveillement. C'est le talent à l'état pur. Et alors, après, j'ai plaidé avec Furbery, j'ai plaidé avec Lombard, j'ai plaidé avec des tas de pénalistes de renom. Mais Polac, c'était véritablement la taille au-dessus. Donc, si véritablement il y a un souvenir qui doit me marquer plus que les autres, c'est aux assises de Pau, cet acquittement d'un type qui s'appelait Chamessier, qui était accusé d'avoir posé une bombe dans un restaurant tenu par un Basque. Et il y avait ce conflit avec les Basques. L'avocat qui plaidait contre nous s'appelait d'ailleurs Abéberi, c'est un Basque. Et ça, c'est un moment merveilleux, parce que, outre l'acquittement lui-même, le dîner après avec Polac, qui a raconté une partie de sa vie, c'est un souvenir émerveillé. Je n'en reviens pas encore. Alors j'ai été élu bâtonnier en 2000, et puis j'ai commencé mon mandat en 2001, en 2002. Je n'ai pas eu d'adversaire. La meilleure action, c'est l'organisation de l'exposition. Je pense qu'il fallait justement faire connaître le barreau à l'extérieur, pas seulement aux autres avocats, mais au public, et donc à la majorité de nos concitoyens qui ont, grâce à cette exposition, qui était présentée au pavillon populaire à Montpellier, grâce à cette exposition, on a pu avoir une autre vision de la profession d'avocat. Donc ça, c'est... Après, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les combats que j'ai menés pour la défense des confrères au sein de la conférence des bâtonniers, puisque comme je présidais la commission pénale, je me battais pour que le secret professionnel en particulier soit respecté, et pour que les risques inhérents à l'exercice soient diminués, et qu'on n'ait pas en permanence une épée de Damoclès sur la tête pour peu que l'on dise telle ou telle chose. Donc c'est un vrai combat que j'ai mené à la conférence des bâtonniers. J'ai été d'ailleurs candidat à la présidence, mais battu. Mais bon, c'est la vie. Vous savez, les moments, chaque jour apporte son lot d'émotions dans ce métier. Hein. Alors, c'est sûr que le jour où j'arrive à faire acquitter une femme qui avait pris 20 ans en première instance à Montpellier et qui, en cause d'appel, est acquittée à Carcassonne, c'est un moment extraordinaire. Je ne fais pas comme Dupond-Moretti, je ne vais pas dire j'ai eu tant d'acquittements. Je ne sais pas, je crois que je ne les ai même pas comptés. Mais bon, il y a des moments d'émotion, des moments aussi de grande tristesse. Quand le petit garçon qui avait tué ses parents adoptifs à Lunel est condamné à 20 ans de réclusion, à perpétuité, c'est un grand moment de solitude. C'était effrayant. C'était le bâtonnier Coste qui m'avait précédé, qui m'appelle un soir, au moment où j'allais commencer mon mandat de bâtonnier, qui me dit il faut que tu assures la défense de ce garçon, c'est dur. Ben, voilà. Je lui dis écoute, il n'y a pas de problème, tu es mon bâtonnier, tu me demandes de le faire, je le fais. Et j'ai assuré la défense de ce garçon, c'était épouvantable. Quand il a raconté au procès comment il avait tué cet homme et cette femme dans des conditions horribles, c'était perpète, c'était chronique d'une perpète annoncée. Ça, c'est des moments de grande solitude. Le travail et l'humilité. Voilà, le travail et l'humilité. Ce sont les deux axes qu'il faut. Bon, le travail, parce que même si on a beaucoup de talent, j'ai plaidé avec Dupond-Moretti à Bayonne un jour. Mais ce qui m'avait impressionné, outre son talent qui est incontestable, c'est aussi le fait qu'il connaissait son dossier merveilleusement bien.
Donc le talent ne suffit pas. Le talent est une chose, le talent, la présence, la voix, la manière d'occuper le prétoire, c'est merveilleux, mais il faut travailler. Et l'avocat qui ne travaille pas ne réussit pas. Donc il y a le talent peut-être, mais surtout le travail et l'humilité. Parce que dans ce métier, il faut faire vœu d'humilité régulièrement. Voilà ce que je dirais à un jeune avocat qui aujourd'hui me demanderait conseil. Mais parce que si ce lien n'existait pas, la profession serait morte. C'est une réalité concrète et que l'on maintient dans le temps. Le respect pour le bâtonnier, c'est une nécessité absolue, sinon il n'y a pas d'ordre. Surtout qu'on a été marqué par moi, mon premier bâtonnier, c'était Louis Christol, le père de Gérard Christol. Et j'ai sur lui, puisque j'ai écrit des brèves de prétoire, j'ai sur lui une merveilleuse histoire. Ça se passe dans son cabinet à Lunel, parce que le père de Gérard était un avocat montpelliérain, mais il était originaire de Lunel. Et ça se passe dans son cabinet à Lunel, et il reçoit un viticulteur de Lunel pour une histoire de terrain. Et le viticulteur insiste, il dit, maître quand même, et maître Christol, au bout d'un moment, lui dit, écoutez monsieur, votre procès n'est pas bon, je ne peux pas vous plaider de ce dossier, il n'est pas bon, et il sort le code civil, et il lui dit, regardez monsieur, là, ce qui est écrit là, c'est la preuve que votre procès est perdu. Alors, le viticulteur, là, lui dit, le paysan, il dit, faites voir maître, il prend le code civil comme ça, il regarde à droite, il regarde à gauche, il dit, maître, si on arrachait la page. Voilà une des histoires que raconte Gérard, moi que je lui ai un peu volé, mais voilà. Et moi j'ai écrit des brèves de prétoire, et dans les brèves de prétoire, il y a effectivement cette histoire, entre autres. Bon, celle que tous les avocats de Montpellier connaissent, elle s'est déroulée ici. J'étais pas là, c'est entre les deux guerres. Le bâtonnier Caléolois, dont je pense d'ailleurs qu'il n'a jamais été bâtonnier, maître Caléolois, spécialisé de droit maritime, puisque c'est l'école sétoise, là, c'est tous les... Et là, sur un grand fauteuil, là, avachi. Et la porte s'ouvre, arrivent deux jeunes avocats de l'époque, le bâtonnier, qui sont devenus bâtonniers après, le bâtonnier Marchand et le bâtonnier Escarguel. Escarguel, d'ailleurs, qui a la particularité d'avoir été l'amant de la Bégomme, parce qu'avant d'être la Bégomme, elle était vendeuse de chaussures à 7. Et donc ils arrivent tous les deux à l'ordre, et ils voient Caléolois, qui est littéralement avachi, la chemise ouverte, et pas que la chemise. Et il s'avance vers lui, et il y en a un des deux qui lui dit bâtonnier, je crains que vous n'ayez pas remis les choses en état. Et alors, Caléolois prend le bras comme ça d'Escarguel et lui dit, ça n'est rien, Escarguel, à oiseau mort, cage ouverte. Voilà. Et c'est une des plus belles du barreau que les jeunes ne connaissent pas, ce qui est dément parce qu'elle est merveilleuse. Et puis c'est aussi la phrase, l'avocat est une conscience au service d'une confiance. C'est une phrase mythique, tous les avocats devraient l'avoir en mémoire. L'avocat est une conscience au service d'une confiance, la confiance qu'on lui témoigne. Et ça c'est Jean Guibal, le doyen Guibal. Toute l'histoire du barreau, en particulier l'arrivée des femmes au barreau, dans la profession d'avocat, il faut savoir quand même que les femmes ont plaidé avant d'avoir le droit de vote. Et ça, c'est un des aspects de l'exposition. Il y avait tout un panneau qui était consacré à la peine de mort. Et le vote des femmes, bien évidemment, c'est fondamental. Il y a eu deux femmes, Madame Petit et Madame Chauvin, qui ont prêté serment, alors que les femmes n'avaient pas le droit de vote, ce qui est quand même la démonstration que le barreau n'est pas misogyne, contrairement à ce que l'on dit. Et il y avait aussi des choses étonnantes, comme par exemple un sac à procès que nous avait confié le bâtonnier Espers de Millau. Un sac à procès. Alors c'est quoi un sac à procès? Tout le monde connaît l'expression « l'affaire est dans le sac », mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Or l'affaire est dans le sac, c'est que quand un procès était terminé, toutes les pièces de la procédure étaient pliées dans le sens de la longueur, mises dans un sac en jute et attachées avec des poulies au plafond. Et c'est là que l'on disait, le procès était terminé, on disait l'affaire est dans le sac. Mais ça, c'est devenu une expression courante, donc chacun ou peu connaissent l'origine. Et après, il y a eu effectivement
des choses étonnantes. Vous avez des documents dans cette exposition qui, à mon avis, étaient quelques... Voilà, c'est le grand moment de mon mandat de bâtonnier, incontestablement. Sur la postérité. D'ailleurs, elle est assez étonnante parce qu'on a fait en sorte que le visage soit à la fois un visage d'homme et aussi un visage de femme. Avant-gardiste. Voilà, le scénariste avait voulu ça puisqu'on avait pris un scénographe, voilà. Mais moi je suis ravi d'avoir organisé ça, je regrette simplement que ça n'ait pas eu les suites que ça aurait mérité. Parce que les bâtonniers qui ont suivi, pour beaucoup d'entre eux, pourquoi on parle de Granat là, le bâtonnier Granat? Alors je pense qu'il faut quand même le savoir. Vous savez que l'État de Vichy avait demandé que les avocats juifs et résistants soient radiés du barreau. Et le bâtonnier Granat, qui était à l'époque bâtonnier en exercice, reçoit donc le diktat du pouvoir vichysois, et on lui dit qu'il faut radier les avocats juifs et les avocats résistants. Parmi les avocats juifs à Montpellier, le doyen de l'ordre, ancien maire de Montpellier, Benjamin Millot, inscrit à l'ordre, doyen, ancien maire. Le bâtonnier Granat décide de ne pas le radier. Et tout au long de la guerre, le bâtonnier Benjamin Millot est resté inscrit au barreau. Tout au long de la guerre. À la Libération, comme les magistrats, mais je le dis, mais c'est parce que ça me vaut beaucoup comme les magistrats n'ont pas été d'un très grand courage pendant la guerre, il n'y a pas de magistrat. Donc le bâtonnier Granat est nommé premier président de la Cour d'appel. C'est un fait unique dans l'histoire du barreau et de la justice. Il est nommé premier président et il exerce ce mandat pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, il arrête. Mais c'est pour vous dire à quel point le barreau de Montpellier a été exemplaire à cette époque. Peu de gens le savent. Les jeunes ne le savent pas du tout. Et le bâtonnier Granat, dont le portrait est là, a été vraiment un héros. Voilà. Et ça, il faut le savoir. Et les jeunes ne savent pas à quel barreau ils appartiennent. Or, ils doivent savoir que c'est un barreau de résistance. Parce qu'il fallait être courageux pour résister à l'État de Vichy. C'était pas... Et alors, quand on a inauguré l'exposition, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Mais ceux qui connaissent Georges Frêche ne seront pas surpris. Georges Frêche, bien évidemment, fait un discours. Je fais un discours et Georges Frêche après moi. Et dans son discours, il dit voilà, je félicite le barreau de Montpellier d'avoir organisé cette exposition. Et je le félicite surtout pour son comportement héroïque pendant la guerre. Je n'en dirai pas autant des magistrats, sauf que le procureur de la République était là, le président du tribunal aussi, qui m'appelle après, il dit monsieur le bâtonnier, vous nous invitez, on se fait. Je dis attendez, monsieur. Vous assumez votre histoire, moi j'assume la mienne. Voilà. Que chacun garde ses cochons. Alors, bien entendu, vous comprenez pourquoi j'ai pas eu la Légion d'honneur, là, encore. Hein. Voilà. Mais, voilà. Et Frêche a dit ça, il avait insulté personne. Et il y a un magistrat qui a prêté serment, qui a refusé de prêter serment, un seul. Le juge Didier, un seul. Après ceux qui avaient prêté serment à Pétain, ceux-là qui condamnaient les collaborateurs. C'était les mêmes. Qui avaient condamné les résistants d'abord et les collaborateurs ensuite. Donc ça, c'est un peu ce qui me sépare de l'institution judiciaire en face de cette époque. Ben, je pourrais faire quoi? Rien d'autre, je ne sais rien faire. Même si j'envisageais de prendre ma retraite, mon épouse me dit surtout pas, je ne saurais pas quoi faire de toi. Donc, c'est à refaire. Je ne sais pas si je l'ai fait bien ou pas bien, j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Ce que je sais, c'est que je l'ai fait et que je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais par contre, je n'ai pu le faire que parce que j'ai rencontré sur mon chemin des gens qui m'ont aidé. Et en particulier Jean Thévenet, qui a été mon maître. Moi, je ne vais pas raconter toute mon histoire, mais j'étais pauvre. Quand on est rentré d'Algérie, on n'avait pas de rond, on vivait de la retraite d'institutrice de ma mère, puisqu'on avait tout perdu, et j'avais pas de rond. Et si Jean Thévenet ne m'avait pas voulu que je devienne avocat en me donnant tout, alors que je n'avais rien, il m'a tout donné. Et je suis devenu associé de Jean Thévenet, qui était un énorme avocat de Montpellier, au bout d'1 an de stage, puisqu'à l'époque on était avocat stagiaire. Donc je le referai, mais je le dois aussi à celles et ceux qui, sur mon chemin, m'ont permis de le faire.